Absolument. Alors pour ceux qui n'ont pas vu cette cérémonie de clôture, eh bien, on va vous résumer certains aspects, bien évidemment. Donc là, comme on vous l'a dit, eh bien, après une longue période où les athlètes rentraient, se rassemblaient avec de la musique moderne, pour ensuite faire la remise des médailles du marathon féminin. Ensuite, donc, la scène s'est préparée, la nuit est tombée, les ténèbres sont apparues pour représenter tout simplement une scène de ruine, c'est-à-dire les Jeux Olympiques. Nous sommes en Grèce avec les vestiges qui représentent donc de la Grèce antique, là où il y avait originellement donc les premiers Jeux Olympiques. Et on a donc ce personnage doré, une tenue plutôt étrange, comme il a été dit, qui descend du ciel et qui donc, dès qu'il atterrit sur Terre, alors ça c'est l'avantage évidemment donc de Arthur Cadre qui nous l'avait bien annoncé, c'est-à-dire c'est avant tout un breakdancer contorsionniste, c'est-à-dire il se mouvait en sentant la nécessité soit de se tordre ou bien de faire des mouvements de breakdance pour y ajouter évidemment cette performance artistique. On a eu ensuite donc des compagnons de route qui ont accompagné donc ce Golden Voyageur pour ensuite mettre en place petit à petit la scène, c'est-à-dire avec des anneaux qui se hissent petit à petit. Et évidemment aussi une statue qui est apparue, qui a fait réagir certains, mais qui finalement est tout à fait logique. Hein. C'est la statue de la déesse de la victoire qui apparaît. C'est inspiré donc de la victoire de Samothrace. Et après ça, évidemment, il y a eu un show musical qui est apparu, qui pour moi d'ailleurs, soyons objectifs, c'était une cérémonie certes ennuyeuse. La partie avec donc Arthur Cadre était plutôt étrange, plutôt longue. Cependant, il y a eu un moment où un piano est sorti du sol avec un Alain Roche qui était donc à la verticale, qui a commencé donc à jouer du piano et qui a ensuite été accompagné de Benjamin Bernheim, le ténor Benjamin Bernheim, qui a pu donc interpréter l'hymne à Apollon et qui était honnêtement une très très belle mise en scène et un moment qui était véritablement très beau, on doit le reconnaître, mais qui ensuite nous a amené un petit peu plus d'ennui une fois que ça s'est terminé, avec donc la constitution progressive de ces anneaux qui se relèvent pour ensuite nous montrer que les Jeux Olympiques prennent vie. Et lorsqu'ils ont pris vie, on a eu droit donc sans transition aucune, à une série de concerts avec le groupe Phoenix qui est apparu et différentes personnes qui sont arrivées. Notamment, il y a Angèle qui a interprété un son donc avec Kavinsky et des rappeurs qui sont venus, etc., etc. Donc, en tout cas, pour rester sur la mise en scène qui a été faite avec donc Arthur Cadre, les différents personnages, c'est-à-dire ce moment olympique, la ruine, c'était ça. Donc finalement, cette fameuse dystopie, c'est la vie qui reprend par le biais du sport. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, tout simplement, qui ont attiré ton attention, Nicolas? Peut-être même justement cette apparition donc de Alain Roche, un pianiste à la verticale, muni d'un long manteau noir extrêmement long, avec donc le ténor qui s'est mis à chanter sur un des anneaux des Jeux Olympiques. Moi, j'ai trouvé que c'était une sorte, on aurait cru une limace gluante qui essayait de monter. Je l'ai trouvé absolument atroce. Mais bon, après, mais je n'ai aucune prétention à imposer mes goûts esthétiques à qui que ce soit. On peut y trouver en effet une forme d'originalité indéniable. On se demande cette espèce de corbeau qui rampe en fait vers le ciel. Il rampe, mais à la verticale. C'est assez surprenant. C'est peut-être en effet un des éléments originaux. Euh, sur la déesse, rappelons quand même que c'est une déesse sans tête. Niké, donc Niké, qui donne Nicolas d'ailleurs. Hein, Nicole, c'est la victoire, qui a donné Nike aussi, hein, les fameuses chaussures de sport. Donc, c'est Athéna, hein, c'est pas. Encore une fois, il y a une profonde inculture de la part de. C'est un épiclèse d'Athéna, Athéna Niké. C'est une forme que revêt Athéna, parce que c'est évidemment elle, la déesse guerrière, donc évidemment liée à une victoire telle que Samothrace dans ce cas-là. Mais néanmoins, on peut pas s'arrêter là après la cérémonie d'ouverture. On ne peut pas prétendre qu'il n'y ait aucun lien avec Marie-Antoinette. Enfin, on est quand même à nouveau sur une, une déesse dont la tête a disparu. Alors, elle n'a peut-être pas été tranchée, puisque c'est des vestiges, en effet, et c'est ce qui a été retrouvé. Mais néanmoins, et donc c'est la fille de Zeus, donc la fille de Jupiter.
cet être sans tête, et on ne peut que faire le rapprochement, même si là-dessus, j'avoue que j'ai pas encore totalement décanté l'information. J'étais quand même étonné de voir en effet cette représentation archi connue d'Athéna, dont on rappelle qu'elle sort tout armée et dansant de la tête de son père, de l'esprit finalement de Jupiter. Donc elle est avec Dionysos d'ailleurs, elle est une sorte de déesse, elle aussi née deux fois, puisque et elle est, c'est comme chez Dionysos finalement, la mère et le côté maternité, ces deux dieux qui nous sont présentés finalement, avec Dionysos dans la cérémonie d'ouverture et Athéna dans la cérémonie de fermeture, sont des déesses ou des dieux sans mère. Elles naissent pas d'une mère. Il naît de la cuisse de Jupiter. Tout le monde connaît l'histoire. C'est sa deuxième naissance, puisqu'il a une deuxième gestation, la gestation divine en quelque sorte de Dionysos se déroule dans la cuisse du père et pareillement dans la tête du père pour Athéna. Donc c'est ça, je pense que ce n'est pas neutre non plus, même s'il faudrait creuser un peu plus cet aspect-là de la mythologie. Mais ce n'est pas fait par hasard. Et donc la victoire de Samothrace, la victoire oui, mais ce n'est pas une victoire sportive, c'est une victoire guerrière. Voilà. On est loin des valeurs à nouveau telles qu'elles étaient prônées, en tout cas dans sa reconstruction, par le baron de Coubertin, qui étaient en effet des valeurs de paix et et d'amour. Donc voilà un élément auquel que je voulais ajouter, Raphaël. Je pourrais revenir aussi à nouveau après peut-être sur, mais je pense que tu voulais dire quelque chose, sur le génie de la liberté de la place de la Bastille, où j'avais encore un ou deux éléments à développer. Absolument, tout l'intérêt de toute façon là, est de pouvoir commenter les différents aspects. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va pouvoir en parler de cette cérémonie de clôture. Donc là, il est 7h40 et vous êtes extrêmement nombreux à nous accompagner pour cette première de la matinale de Géopolitique Profonde. On est plus de 2600 rien que sur YouTube. En tout cas, on est 4500 en direct, donc merci à vous d'être présents. Pensez évidemment au pouce, servez-vous votre café. Nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à 9h, 9h30. On aura donc Arnaud Biéguin qui va arriver dans une vingtaine de minutes et ensuite, juste après, c'est-à-dire à 8h05, on aura Pierre-Antoine Plaquevent qui pourra réagir à cette actualité-là et aussi d'autres actualités très importantes géopolitiques. Mais on vous réserve ça tout simplement dans quelques minutes. Donc Nicolas, eh bien oui, je vais te laisser tout simplement vouloir continuer à commenter. Mais encore une fois, moi je vous le dis, ça c'est le seul avis que je donnerai pour le moment, étant donné qu'il nous reste une vingtaine de minutes, c'est soyons objectifs sur une chose, c'est-à-dire même si la cérémonie donc était plutôt ennuyeuse, où il manquait beaucoup de transitions pertinentes sur le plan musical, lorsque le moment est devenu très pop anglo-saxonne, on sentait pas forcément l'esprit des Jeux Olympiques français. Mais par contre sur le plan technique et de l'organisation, encore une fois, on doit féliciter les équipes françaises, les techniciens français, c'est-à-dire c'était quand même extrêmement bien fait, c'était très bien filmé, la qualité du son était très bonne. Il y a eu ensuite un feu d'artifice qui a été réalisé à la fin pour la clôture, qui était vraiment très impressionnant et très bien fait. Donc on doit dire que c'est quand même une réussite de transition. Il faut savoir par exemple que la scène qui a été mise en place, qui a dû être montée en simplement 12 heures, c'est normalement le genre de scène où ça peut prendre plusieurs jours à monter tout ça, pour mettre les effets pyrotechniques, les lumières, etc. Donc soyons objectifs, on pourra tout simplement dire, eh bien c'était plutôt moyen, mais il y a quand même du bon à en tirer, et c'est encore une fois les petites mains françaises. Voilà, donc saluons-les, et si elles nous écoutent ce matin, eh bien, on les salue. Donc Nicolas, je te rends la parole pour les autres éléments d'analyse de cette cérémonie de clôture. Alors je note toujours, et donc cet internaute me pardonnera, je note toujours le côté extrêmement érudit de nos internautes, qui des fois me reprennent d'ailleurs à juste titre, et je les rappelle. Donc l'internaute qui me dit que c'est Apollon qui est né de la cuisse de Jupiter, non, se trompe, qu'il vérifie lui-même. Non, ce n'est pas Apollon. Apollon et sa sœur jumelle Artémis naissent à Délos de Leto, qui est une déesse. On n'est pas sur des demi-dieux avec Apollon, qui représente le soleil, et évidemment sa sœur Artémis représente la lune. Et nous sommes sur des dieux authentiques. On rappelle que Dionysos est un demi-dieu, puisque sa mère est mortelle, c'est Sémélé. Et parce qu'elle veut voir la beauté dans toute sa splendeur, la beauté de Zeus, donc de Jupiter pour les Romains,
elle est foudroyée, elle est brûlée littéralement, et il réussit à extraire finalement son fils, puisque évidemment il a ce dieu volage qui aimait les mortels et les mettait enceintes souvent les unes après les autres, ou des déesses d'ailleurs, il faisait la même chose avec les déesses. Eh bien, il a réussi à extraire justement son fils et à permettre la fin de cette gestation dans sa cuisse. Et si c'est bien Dionysos. Oui, sur l'esprit, sur le génie de la liberté. En fait, on voit bien là que Thomas Joly use du pari ésotérique qui est connu par des initiés. J'entends par initiés, non pas initiés à une secte ou à un groupe quel qu'il soit, au sens où cette littérature est connue et donc les journalistes incultes ne se sont pas rendus compte qu'en relatant les propos de Thomas Joly, ils signaient vraiment ce que la représentation qui était celle voulue. Alors par Thomas Joly, j'en sais rien, on sait bien que de toute façon, on le voit bien qu'Iseult, c'est la volonté du couple présidentiel. C'est peut-être même Brigitte Macron elle-même qui a écrit le scénario, qui a voulu ces références, c'est même, je pense, assez probable. En tout cas, c'est ce couple présidentiel qui joue sur ces symboliques, sur des éléments de ce pari mystérieux, dont dans sa... Il y a une symbolique qui est utilisée quand même s'il va falloir la creuser un peu, mais qu'on retrouve entre autres, alors de façon un peu plus simple, pour ceux qui s'intéressent un peu le livre par exemple de Dan Brown, évoque à un moment donné justement un des éléments avec l'axe majeur de ce pari mystérieux qui passe en effet par la pyramide du Louvre, et il y a un axe qui passe par le carrousel, où alors en effet, là vous avez bien Apollon en gloire, avec ses 4 chevaux, et puis cet axe qui passe par la place de la Concorde, qui passe ensuite par l'arc de triomphe de la place de l'Étoile, et qui va retentir, et on s'était posé la question de savoir pourquoi il y avait cette arche de la Défense, pourquoi est-ce que Mitterrand avait voulu spécifiquement cette arche de la Défense, dont on voit qu'il est aussi dans l'axe de la vue, l'arche de la Défense, justement, du génie de la liberté, qui est donc Lucifer, et qui regarde dans cette direction-là. Je rappelle qu'historiquement, alors c'est pas en 1789, c'est en 1830, c'est Louis-Philippe d'ailleurs, qui n'a rien trouvé de plus intelligent pour féliciter finalement les révolutionnaires qui ont débarrassé cette fois-ci définitivement la France des Bourbons et de Charles X, donc la espèce de révolution de palais, ou révolution à nouveau française de 1830, et cet ange, ce génie de la liberté, ange déchu, représente justement les révolutionnaires de 1830 selon Louis-Philippe. Donc il y a cette idée de révolution, et c'est lié en effet à quelque chose qui est du pari mystérieux, et on n'hésitera pas un jour peut-être à faire, en tout cas je ferai sur GPTV, j'ai de plusieurs spécialistes, amis spécialistes de ce pari ésotérique, de ce pari alchimique, de ce pari symbolique et mystérieux, qui est, c'est vrai, beaucoup travaillé entre autres par des symboliques de francs-maçons, indéniablement. Et là, Thomas Joly joue aussi là-dessus et signe justement que son personnage principal n'est pas le héros de Star Trek, mais bien l'ange déchu. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.